Beaucoup d'enfants sont en lutte avec les difficultés de l'orthographe. Les parents s'étonnent. Le maître vient quelquefois à penser que l'orthographe est une mode qui passera. La grammaire rappelle que Corneille, Sévigné, Bossuet écrivaient les sons selon leur humeur ou leur fantaisie. De temps en temps, on lit quelque article d'un intrépide réformateur qui écrit philosophie avec 2 F, synthèse SI et ainsi du reste. Il faut lire tout haut cette écriture nouvelle et en quelque sorte la chanter, comme on fait pour la musique. Quelquefois, vous observez un homme assez bien mis et de manière passable, qui lit son journal en marmottant, comme le curé lit son bréviaire. Le curé agit ainsi par discipline, et cette obligation a plus d'un sens. Mais l'autre homme est médiocre liseur, et certainement sans culture. Ce signe ne trompe point. Un homme qui sait vraiment lire, lit des yeux et non des lèvres. Il reconnaît les mots d'après leur aspect, comme une vigie reconnaît un bateau aux cheminées. Si vous écrivez philosophie avec 2 F, vous supprimez 2 cheminées. Je ne reconnais plus le bateau. Temps perdu, car l'attention utile ne se porte pas sur un mot, mais sur une suite de mots qui font un sens par leur relation. C'est un esprit lent qui s'arrête à chaque mot. L'idée n'est point dans le mot, mais dans la phrase. La négligence orthographique correspond au moment de la poésie, de l'éloquence ou de la conversation, où le lecteur fait plutôt attention à la sonorité des mots qu'à leur forme. L'orthographe correspond au moment de la prose. La prose lue comme il faut adoucit les mœurs, et voici comment. Celui qui lit des yeux sait naturellement l'orthographe. Il reconnaît ce mot que je viens d'écrire comme on reconnaît un objet. Par cette perception contemplative, les choses écrites restent à distance et extérieures. On en peut juger, mais celui qui en est encore à faire sonner ce qu'il lit, traduisant les formes en vocifération, doit d'abord dévorer l'écrit et le faire passer en lui-même, de façon à rendre les signes extérieurs par des cris variés qu'il écoute, et c'est lui-même qui l'écoute. De là, on peut deviner que celui qui lit en parlant se croit lui-même trop, au lieu de garder le calme du spectateur devant l'idée extérieure. C'est en ce sens que je dirais que l'imprimé fait preuve. Oui, déjà preuve pour le lecteur mal exercé, en ce qu'il le force à dire selon l'imprimé, donc à prendre à son compte une opinion qui lui est simplement proposée. Je dis prendre à son compte, et ce n'est pas trop dire, car sa bouche, sa gorge, ses poumons, son estomac, et par répercussion son cœur, travaillent aussitôt selon l'imprimé. C'est donner trop d'importance au journal. Il faudrait donc amener les enfants à lire sans parler. Je crois que l'on n'y songe point du tout. Ce que l'on appelle lecture courante n'est point du tout lecture courante, puisque l'enfant déclame tout en lisant. Et la coutume de dicter ramène encore le problème de l'écriture à un exercice de prononciation. L'enfant écoute, imite les sons à bouche fermée, et les reproduit par l'écriture, non sans des erreurs souvent risibles qui s'expliquent par une prononciation sommaire ou bégayante. Sur quoi je propose cet exercice, qui consisterait à faire prononcer les mots dictés par l'enfant lui-même, à voix haute et distinctement, avant qu'il les écrive. La méthode ainsi modifiée supprimerait, je crois, un grand nombre de fautes, mais elle serait encore imparfaite en ceci qu'elle formerait toujours l'enfant à parler l'écriture. Or, sans doute, il faut passer par là, mais il n'y faut point rester. J'aimerais donc la dictée muette, qui ferait paraître les mots, et plus tard les phrases entières, un bon moment, puis disparaître, de façon que ce qui resterait dans le souvenir serait comme un dessin que l'on copierait aussitôt de mémoire. Au reste, la simple copie serait un très bon exercice. Ainsi l'on arriverait à lire sans y mettre le diaphragme et les passions. J'entends bien que mes élèves risqueraient alors de ne plus savoir prononcer correctement. Aussi, je joindrai au travail des yeux et des mains l'antique exercice de la récitation, pris alors comme une gymnastique des organes parleurs. Mais j'aurai soin que toute récitation fût d'une belle œuvre et consacrée, d'abord parce que de telles œuvres règlent les passions en même temps qu'elles les éveillent, et aussi parce qu'il est convenable, à l'égard de telles œuvres, de croire avant d'examiner. Ainsi, cette part de croyance qui suit toujours la parole
aiderait encore à la culture.